Et pour commencer cette émission, je reçois Marc-André Camel, vice-président de l'AmCham France, associé et directeur de Bain & Company. Bonjour. Bonjour. Alors l'AmCham, c'est la chambre américaine de commerce en France. Elle vient de publier son baromètre annuel qui mesure le moral des investisseurs américains en France et leur perception aussi de l'attractivité de notre pays et de son environnement économique. Alors, c'est vrai que c'était une vision qui était plutôt en amélioration ces derniers temps, voire ces dernières années, on peut même le dire. Mais là, on a une petite dégradation quand même. Donc d'abord, qu'est-ce qui explique cette dégradation ? Alors, c'est un baromètre un peu paradoxal qu'on vient de publier. Ouais. Il est très intéressant. D'un côté, vous avez un peu d'incertitude, d'inquiétude dans la tête des dirigeants de filiales d'entreprises américaines en France. Et cette incertitude, elle n'est pas française. Elle est liée à l'environnement mondial. On a la guerre en Ukraine, on a la crise énergétique, il y a des risques de récession. Donc tout ça fait monter un petit peu la pression. Et quand il y a de la pression, c'est là où les irritants historiques de la France remontent un petit peu à la surface. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, en fait, quand on regarde et on creuse dans le baromètre les différentes questions, les réponses, et puis on a beaucoup parlé avec ces dirigeants, on s'aperçoit en fait qu'ils regardent la France de façon très, très favorable. Alors, vous le soulignez à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs d'inquiétude qui sont liés au contexte international. Du coup, est-ce qu'on s'en sort moins bien que nos confrères européens ou est-ce que finalement la dégradation, elle se fait sentir un peu partout ? En fait, on s'en tire plutôt bien. La France tire son épingle du jeu dans ce cadre un petit peu complexe. Pourquoi ? Parce que les entreprises américaines, en fait, sont contentes des évolutions qui ont été prises en France sur un certain nombre de domaines, la fiscalité, la législation, etc. Le bouclier énergétique, par exemple, a eu des effets aussi ? J'y arrivais, le mix énergétique français est très favorable. Il est à la fois plus décarboné et il est moins cher, parce qu'on s'appuie beaucoup sur le nucléaire. Et donc il y a beaucoup d'atouts en France. Et d'ailleurs, quand on a demandé à nos répondants, qu'est-ce que pensent vos maisons mères de la France, il y a une très grande majorité de ces maisons mères qui ont un avis très favorable. C'est légèrement en deçà de l'année dernière, on avait un chiffre record, mais en fait, il y a quand même une impression vraiment très positive. On est quand même loin du sentiment de défiance qu'il y avait pu avoir dans les années 2010-12, là, au moment où François Hollande taxait les hauts revenus. Exactement. Mais donc, en gros, pour résumer, c'est peut-être le titre du Figaro hier qui était le mieux trouvé, finalement. Tout va bien, mais attention aux vieux démons, quoi. C'est ça l'idée. C'est exactement ça, en fait. On a posé une autre question à nos répondants qui est un peu plus impliquante. On a demandé aux dirigeants eux-mêmes, est-ce que vous recommanderiez la France à un ami ou un collègue qui cherche à investir à l'étranger ? Et c'était plus impliquant, on a utilisé pour cela le Net Promoter Score. Vous savez, c'est cette question où on demande aux gens de noter de 0 à 10 un produit ou un service. Nous, on l'a appliqué à un pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc ce NPS est en léger décalage par rapport à l'année dernière, où il avait atteint son plus haut depuis très 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 longtemps. Mais on est très loin de ce qui s'était passé dans les années que vous évoquiez, où la France était totalement rejetée par les investisseurs. Là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Cette amélioration continue, on la doit à la politique du gouvernement depuis 5-7 ans ? Alors, on la doit en partie à des atouts de la France, comme la situation géographique de la France, comme la qualité de nos talents. On la doit aussi à des initiatives du gouvernement, comme les améliorations sur la fiscalité des entreprises, les impôts de production. Et puis, il y a cet environnement d'innovation, de recherche et développement qui est très favorable en France et qu'on nous envie. Mais oui, mais c'est ça, la perception de l'innovation française reste positive ou très positive pour 81% des répondants. Et alors, je découvre que plus d'une entreprise américaine sur 2 collabore avec des startups. C'est un chiffre qui est extrêmement élevé. Absolument. Alors, sur le 80%, c'est important de comprendre pourquoi. D'abord, les entreprises américaines reconnaissent la qualité de notre main-d'œuvre. Et ce n'est pas que les ingénieurs français, c'est l'ensemble des talents français qui sont reconnus. Deuxième point, c'est le support que l'État a apporté à cet environnement, cet écosystème d'innovation, les startups, etc. French Tech. La French Tech, etc. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, me fait particulièrement plaisir depuis quelques années, c'est qu'on reconnaît l'esprit d'entreprendre en France. C'est vrai. On ne parlait jamais, on n'associait pas la France à l'esprit d'entreprise. Et maintenant c'est beaucoup plus le cas. Et donc, justement, ces 56% d'entreprises américaines en France qui ont des liens avec les startups. En fait, 2 tiers d'entre elles ont des partenariats, donc sur des projets, ils collaborent sur des projets.
Un tiers ont des relations commerciales. On achète des produits ou des services l'un à l'autre. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels ce sont des participations. Quelquefois, c'est juste une petite prise de participation minoritaire. D'autres fois, c'est une prise de contrôle. Qu'on comprenne bien, parce qu'on n'a pas donné le chiffre, mais il y a combien d'entreprises américaines sur le sol français aujourd'hui ? On a 4400 filiales d'entreprises américaines. Ça représente 510 000 emplois en France. Donc, c'est vraiment très important, oui. Quels sont les points forts ? Vous parliez effectivement de l'innovation, mais quels sont les autres points forts en matière d'attractivité pour notre pays aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la qualité de la main-d'œuvre. D'accord. Et d'ailleurs, on demande aux gens, quand une de vos maisons mères cherche à faire un investissement à l'étranger, elle a 100 millions, 200 millions, 1 milliard de dollars à investir. Quels sont les critères que cette maison mère va choisir ? Et en fait, ce qui ressort, c'est d'abord le contexte économique. Ensuite, il y a le climat social. Et puis, il y a 3 indicateurs qui sont tous liés à la main-d'œuvre. Il y a le coût, la qualification et la disponibilité de la main-d'œuvre. Alors, historiquement, la France a été toujours mal classée. C'est ça, on dit toujours le coût du travail est élevé. Oui, sur le coût, les procédures, toute la législation sociale est compliquée. Ça reste aujourd'hui un irritant de la France, mais l'atout qui nous distinguait toujours, c'était cette qualification et la disponibilité de la main-d'œuvre. Et ça, c'était des points très très forts. La qualification reste toujours au top, en fait. Nous sommes le pays qui est le plus envié en Europe pour cela. En revanche, il y a un petit point d'inquiétude dans la durée. C'est pas cette année, c'est dans la durée. On voit petit à petit descendre, en fait, l'évaluation de la France sur la disponibilité de cette main-d'œuvre. C'est-à-dire les tensions qu'on observe aujourd'hui sur le marché du travail sont prises très au sérieux par les entreprises américaines. Oui, alors on a posé la question de ce qui se passe à très court terme et figurez-vous que 98% de nos répondants ont des problèmes de disponibilité de talent. 98%, quasiment tout le monde en fait. Et quand on essaye de comprendre pourquoi, on a reçu en fait des éléments de réponse assez intéressants. Il y a des gens qui nous disent mais on n'a pas vu de révolution dans les manuels scolaires. On n'a pas vu une éducation qui se tourne un peu plus vers la RSE, qui se tourne un peu plus vers la transition écologique ou la transition énergétique. Il y a peu de formations en France qui sont disponibles sur ces sujets qui sont les sujets de demain. C'est le digital d'il y a 20 ans, on le voit dans la transition écologique et énergétique de demain. Et donc il y a de la fuite de cerveau. Il y a des gens qui partent à l'étranger juste à la fin de leurs études, au moment où on en a le plus besoin, nous, en France. Donc il y a pas mal de raisons pour lesquelles il faut faire attention à ce point-là. Et c'est d'ailleurs la recommandation numéro 1 de l'AMCHAM. Il faut repenser dans le temps, dans la durée, ces filières d'éducation. Vous avez évoqué parmi les facteurs les plus regardés le climat social. Bon, il ne vous a pas échappé, je crois qu'on rentre dans une période un peu compliquée de ce point de vue-là, avec les manifestations qui s'enchaînent et les grèves à répétition. Bon, je sais que vous avez interrogé vos chefs d'entreprise un peu plus en amont de ces mouvements, mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur la perception ? Écoutez, oui, il y a toujours à la marge une incidence. Maintenant, on a fait ce baromètre, ça fait 23 ans qu'on le fait, et on l'a fait en plein dans la crise des Gilets jaunes, et ça n'a pas empêché en fait les maisons mères américaines de regarder la France pour ses vrais atouts. C'est un irritant. C'est un irritant non seulement pour les entreprises, c'est un irritant pour les collaborateurs de ces entreprises américaines. Des filiales américaines, c'est pas juste des murs, des entrepôts, des usines, c'est aussi des gens, c'est le savoir-faire, vous devez attirer des managers, etc. Et en fait, les deux irritants de la France pour les individus, pas pour les entreprises, c'est la fiscalité des particuliers et c'est le climat social. C'est un poids, en fait, pour la France. Quelles sont vos recommandations au regard des résultats de cette étude ? Écoutez, la première recommandation, c'est celle qui va prendre du temps à se matérialiser, mais elle est très très importante, c'est autour des talents. C'est vraiment repenser les filières d'éducation, de formation. C'est essayer de repenser... Mais c'est marrant parce que moi je discute avec plein de chefs de grandes écoles qui tous me disent qu'ils ont engagé. On a reçu il n'y a pas très longtemps le directeur de Polytechnique qui m'expliquait comment justement il travaillait sur ces sujets. Le M Lyon pareil par exemple, et il y en a plein d'autres. Donc en tout cas ça ne va pas jusque chez vous, ça n'est pas perçu par vos dirigeants. C'est pas que c'est pas perçu. Les dirigeants perçoivent tout à fait toutes les améliorations que les pouvoirs publics, que les écoles ou les universités sont en train de faire.
c'est pas assez. C'est pas assez. Il en faut encore. Les gens reconnaissent la prise de conscience des enjeux internationaux dans l'éducation française, dans l'éducation supérieure. Les écoles, nos grandes écoles, en fait, ont toutes des cursus maintenant qui sont ouverts. Les cursus sont ouverts à l'international. Les étudiants sont envoyés à l'étranger. Donc ça, c'est en cours. Mais en fait, on a besoin de beaucoup plus. Et ce n'est pas que pour les ingénieurs et les étudiants des grandes écoles. C'est pour tout. Vous savez, un des problèmes les plus embêtants, ce sont les profils techniques, les ouvriers. Il y a des problèmes de débauchage dans certains bassins d'emploi parce qu'on en manque cruellement, en fait. Et donc, il faut le retour vers l'apprentissage, il faut toujours plus d'international, il faut s'ouvrir à des métiers de demain, les métiers qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans. Il faut vraiment créer ces filières. Il faut repenser l'équilibre homme-femme aussi et faciliter l'accès aux femmes à des métiers du type STEM. STEM, c'est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ça, je vous rejoins, oui. Il en faut beaucoup plus. Et il faut peut-être aussi, c'est d'actualité avec la réforme des retraites, repenser aussi l'emploi des seniors. C'est un vivier de talents extraordinaire. Sur l'apprentissage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a atteint des chiffres records. Là aussi, vous allez me dire que ça n'est pas suffisant encore. C'est une trajectoire. Pour nous, si on regarde les 10 prochaines années, il faut absolument que ce point-là soit travaillé dans la durée et en profondeur. On a besoin de... C'est pourquoi on est si passionné par ça. C'est parce que c'est l'atout principal qui fait qu'on est différent des autres, qu'on est un pays qui va continuer d'attirer ces investissements étrangers, qu'ils soient américains ou d'autres demain. Mais c'est important parce qu'il ne faut pas qu'on perde cet atout. Sur le côté réforme, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez particulièrement, justement? Vous avez dit, attention, il ne faut pas revenir en arrière sur les réformes. C'est le point. Dans notre baromètre, notre deuxième recommandation, c'est poursuivre les réformes économiques ambitieuses et sociales ambitieuses. Les répondants reconnaissent, les investisseurs américains reconnaissent très très volontiers tous les efforts que les pouvoirs publics ont fait, avec beaucoup de résultats en fait. Et simplement on nous dit, quand on a demandé qu'est-ce qui est très important, quel message vous passez au pouvoir public, on nous dit l'impôt sur les sociétés. Donc, tout le monde reconnaît l'effort du gouvernement de descendre à 25%. Ne repartons pas dans l'autre sens. C'est la crainte principale. Et la raison pour laquelle c'est une crainte, c'est pas que les investisseurs américains ne veulent pas payer d'impôts, etc. Quand vous faites un investissement, vous faites un business plan sur 20 ans. Et vous avez des paramètres dans votre business plan. Si on change les paramètres en cours de route, votre business plan ne tient plus. Et c'est ça qui s'était passé au début de la décennie précédente, quand on avait changé les paramètres, ça avait créé une incertitude et une perte de crédibilité. Et donc on nous dit, on ne cherche pas à descendre plus bas que 25, juste on veut de la stabilité fiscale, numéro 1. Deuxièmement, c'est continuer de promouvoir le mix énergétique de la France, des énergies décarbonées et des énergies moins chères qu'ailleurs, c'est une force. Et ensuite, on nous dit réforme des retraites et réforme de l'assurance chômage, c'est important aussi. Et là, en fait, il y a dans l'esprit des investisseurs le fait que c'est acté. Donc là, revenir en arrière, ça serait aussi une perte de crédibilité. Vous parliez de l'emploi des seniors. Comment est-ce qu'on peut travailler, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses, comment est-ce qu'on peut travailler à une meilleure employabilité de ces seniors aujourd'hui? Mais c'est en fait réfléchir à leur rôle dans l'entreprise, à la transmission du savoir et de l'expérience. Et peut-être repenser aussi les mécanismes, des mécanismes qui favorisent en fait la sortie et encore plus vite que l'âge minimum de la retraite. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on est en train de perdre des talents exceptionnels et on ne favorise pas forcément la bonne transmission. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marc-André Kamel, vice-président de l'AmCham France et associé et directeur de Bain & Company. Merci. Merci à vous.